Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 135. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo qui change de configuration à chaque podcast. Comment vas-tu Thiergo ? Et ouais, ça devient un peu compliqué ces podcasts en France. D'ailleurs, j'en suis venu à regretter mon petit setup à la maison avec le micro, la caméra et tout. Euh, mais j'ai de la compagnie aujourd'hui. Il y a un chat qui se balade autour de moi. Donc si vous voyez quelque chose qui passe devant ma tronche, c'est que le chat a décidé de passer sur l'écran. Voilà. Tu as fait le dernier podcast seul, mon cher Thiergo. Je t'ai abandonné et on reprend cette semaine. C'est plus facile puisque là on est entre Noël et jour de l'an. C'est au moment où on enregistre, c'est le lundi juste après le match contre les Colts. En plus, moi, je bosse pas jusqu'à jeudi, donc voilà, on a du temps, donc ça c'est cool. Et il se trouve qu'on a gagné un match en plus. On va en parler parce que ça fait plaisir à certains. D'autres trouvent que c'est complètement idiot d'avoir gagné ce match. Et je vous donnerai moi mon avis et pourquoi je pense que c'est débile de dire que les Giants sont débiles, puisque c'est voilà, on va en parler. Puis tu donneras ton avis, Thiergo aussi. En tout cas, c'était un match un peu de tous les pas de tous les records, mais de beaucoup de records quand même, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ce match. Moi, je l'ai regardé en live. Tu me disais que tu avais regardé le condensé, parce que forcément, tu es en France pour peu de temps, donc tu profites pour voir des gens. Quel est ton ressenti, toi, sur ce match ? Qu'est-ce que voilà, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre ? Alors, on a marqué beaucoup de points. Ça, bien entendu, quand vous voyez le score, je ne sais pas si on l'a dit, mais 45-33, c'est beaucoup de points. Les deux choses qui m'ont marqué, c'est on est monté très rapidement. C'était d'ailleurs la première fois depuis je ne sais plus quand, depuis le match contre les Browns qu'on commençait une deuxième mi-temps en menant au score. Exactement. Mais en fait, la première chose que je me suis dit, c'est la défense des Colts est quand même vachement nulle. Donc Ah ouais. et je dis pas ça pour retirer du crédit à l'attaque des Giants qui ont fait du bon boulot. Mais la défense, je veux dire, contre une bonne défense, on n'aurait pas mis 45 points. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que en fait, il a fallu quand même qu'on mette 45 points pour pouvoir battre les Colts, dans le sens où, en fait, on leur donnait autant de points qu'on en prenait. On en a pris plus, mais notre défense n'était pas non plus très fameuse, malgré 2 turnovers. Donc 3. voilà, 3, pardon. Oui, c'est vrai, j'en oublie un. Mais tout ça pour dire que moi, ça me fait plaisir de voir les Giants gagner. Je pense que les joueurs l'ont tous dit aussi que ils étaient là pour gagner. Je crois que c'est Elio Menor qui avait dit oui, c'est sûr, on n'a pas le pic qu'on veut, mais nous, en tant que joueurs, on essaie de mettre en place un peu une culture de gagne, ce qui a beaucoup manqué aux Giants. Ça. Mais voilà, et en fait, je pense que pour moi, ce qui va surtout être intéressant dans la conversation qu'on va avoir aujourd'hui, c'est parler de certaines prestations individuelles, parce qu'il y a des très très belles choses à voir. Hop, et voilà, j'ai le chat qui est en train de défoncer l'ordinateur. Je sais pas pourquoi les chats font ça. Bon, bref. Et la deuxième chose, c'est quid de l'avenir pour Daboll et Shane, sachant que maintenant on n'a plus le first pick, alors ça peut encore changer la semaine prochaine. Ouais, peu de chance quand même. Mais peu de chance. Donc Ouais, il y a voilà ce peu que de je chance pense globalement de cette rencontre. D'accord. Et effectivement, si on parle de ce pick, il y a peu de chances qu'on obtienne le premier pick maintenant, puisqu'on est plusieurs équipes à 3 victoires. Là, c'est actuellement les Patriots qui ont le first pick, dû à la difficulté du calendrier. A priori, c'est ce qui fait la différence pour l'instant quand on a le même bilan. Et on va en parler, mais est-ce que les Eagles, qui sont sûrs d'être qualifiés avec leur place, qui ne devraient pas changer, quel que soit le score de la semaine prochaine, est-ce qu'ils vont jouer avec leur équipe type ou est-ce qu'ils vont se dire on les met au repos ? De toute façon, Jalen Hurts, c'est sous protocole commotion. Mais est-ce qu'ils vont les dire on les met au repos ? Je pense notamment à Saquon Barkley qui peut battre le record du nombre de yards dans une saison avec un match de plus. On rappelle aussi ça. Bon, peu importe, mais il fait une très belle saison. Ou est-ce qu'ils vont juste se dire on repose les gars et puis comme ça on sera d'attaque pour les playoffs, on verra. Peut-être, moi je serais eux, je ferais pas jouer mes titulaires. Enfin, t'as pas de raison, tu vas pas risquer de blesser un mec alors que t'as une grosse équipe et tu veux pas faire n'importe quoi. Ce qui serait un double peine pour nous, puisque il suffirait qu'on les batte, et là, pour le coup, on dégringolerait vraiment dans la draft, on passerait quasiment 10e. Là, actuellement, on a 3e ou 4e, je ne sais pas, il faut voir, est-ce que les équipes devant nous veulent pick des quarterbacks ou pas. 4e. Bref, toujours est-il que, si on reparle de ce match,
Moi, une des choses qui m'a marqué, alors il y a plein de choses sur les performances et tout ça, mais une des conclusions que j'ai un peu de ce match, c'est que le vestiaire n'a pas abandonné Brian Daboll. Ce qu'on avait plus ou moins dit dans certains podcasts, où on disait, là, clairement, les mecs se donnent plus, ils ont abandonné, quoi. Enfin, on l'a senti à certains matchs, et c'est ce qu'on a dit. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit. On s'était dit, s'ils l'ont abandonné, c'est fini pour lui, il faut qu'il dégage, on ne peut plus faire avec un coach où tout le monde l'a lâché. Et là, on voit qu'en fait, les mecs se sont battus, et ce que dit Brian Daboll à la fin du match, et là, je pense que c'est une manière de se défendre un petit peu sur son bilan, une manière d'essayer de garder sa place pour l'année prochaine, c'est qu'il dit, en fait, quand on a un quarterback qui sait faire quelques plays, on peut faire des belles choses. Sous-entendu, pour l'instant, j'ai pas eu de quarterback, donc donnez-moi un peu plus de temps. C'est ça un peu qu'il dit, et c'est le 4e match que Drew Lock startait. Et il a eu raison de lui faire confiance, parce que je me souviens que quand il a annoncé que c'était lui le quarterback titulaire sur ce match-là, je me suis dit, voilà, c'est tanking maximal. En fait, ça ne l'est pas du tout. Donc voilà, on a fait une performance qui était effectivement, donc on a 5 touchdowns offensifs et un touchdown d'équipe spéciale, si je ne dis pas de bêtises, puisque Drew Lock, il en lance 4 et il en marque un à la course, et il y a Ihmir Smith-Marsette qui met un TD sur le retour de kick-off. Bref, donc un match complet de notre attaque, et comme tu l'as dit, la défense, par contre, en dedans, et puis voilà, qui a encaissé beaucoup de yards. Je crois que Joe Flacco, il met 330, je suis en train de regarder, 330 yards à la passe, c'est beaucoup. Donc voilà, donc c'est un match mais qui est quand même assez ouf, dans le sens où on a mis 45 points et c'était pas arrivé depuis 2015, et un match, un shootout contre les Saints où il y avait eu des points, ça avait fini à 52-49 ou un truc comme ça, enfin un match complètement fou. On avait quand même perdu. Qu'on avait quand même perdu, mais c'était un match de ouf, donc c'était stylé à voir. Mais en fait, il y avait Eli Manning qui maintenant est remplacé par Deshaun Watson. C'est pas Deshaun Watson qui avait fait la même chose, il avait fait un match de fou. Non, pas Deshaun Watson. Comment il s'appelle, le remplaçant des Browns? Non. En fait, ce que j'allais dire, c'est que Eli Manning, c'était en son temps l'un des rares quarterbacks à être capable de te faire une prestation de folie, et l'équipe perdait quand même le match. Et on a eu le remplaçant des Browns qui a fait un truc un peu similaire là contre les Ravens il y a quelques semaines. Comment il s'appelle tu as dit Deshaun Watson, maintenant j'ai Deshaun Watson en tête. Non, Deshaun Watson, c'est le titulaire. C'est comment il s'appelle Jameis Winston, qui lance 4 TD, 4 interceptions. Voilà, bon, là, il est un peu je crois qu'il est blessé là en ce moment. Et petite trivia, tu sais qui est le dernier joueur des Giants à avoir fait un retour de kick-off? Alors, avoir fait un TD sur retour de kick-off. Oui, c'était là aussi en 2015. Les deux stats qu'on vient d'évoquer remontent à 2015. C'était ma deuxième question. Ouais, c'était. Ouais. Et c'est un mec qui était. C'est un mec qui était receveur, qui était aux Raiders, qui avait des dreads, un black qui avait des dreads, des cheveux longs dreads. Et je me souviens plus de son prénom, mais c'était un receveur qui jouait pas trop et qui était surtout returner. Comment il s'appelait? C'était Dwayne Harris. Dwayne Harris. Je vous montre le chat. Ah bah non. T'es pas obligé de l'étrangler. Il étrangle le chat. Il y a de la maltraitance animale en direct. Comme par hasard, il vient se mettre sur moi. En plus, il était en train de jouer avec le boîtier de mes écouteurs. Je me dis, putain, je peux rien faire. Bon, bref, tout ça pour dire que c'était Dwayne Harris. C'était pas arrivé depuis 2015, en effet. Comme quoi, bon, après, les retours de kick-off, il n'y en a pas forcément tous les ans pour toutes les équipes. Hein. Non, non, bien sûr, c'est assez rare. Hein. C'est de plus en plus rare, d'ailleurs, puisque les équipes, on rappelle maintenant... Ouais, mais avec ces nouvelles règles de kick-off, est-ce que ça ne devient pas un peu plus commun? Alors, il faudrait voir les stats à la fin de la saison. J'avais vu à mi-saison, ils avaient fait un bilan, ça n'avait pas changé beaucoup, je crois. Ce qui est surtout important, c'est est-ce qu'il y a moins de blessures et moins de commotions. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus important, parce que c'est surtout pour ça qu'ils avaient changé les règles, où les joueurs ont moins d'élan, etc. Mais on rappelle aussi que le positionnement du kicker, si je ne dis pas de bêtises, il a avancé, donc il y a beaucoup plus de touchbacks. Avant, il était plus reculé, donc les joueurs, ils récupéraient. C'était rare qu'il y ait des touchbacks, donc il y avait quasiment tout le temps des retours. D'ailleurs, on se souvient au Super Bowl 2000 des Giants, j'allais dire Dominic Hudson, mais non, c'était un autre returner. Non, c'était un returner qui s'appelait, que j'adorais en plus. Bref, peu importe, qui fait un retour, donc on marque 7 points, et après en face, il retourne et il marque 7 points aussi. Je crois que c'était un truc qui était pas arrivé. Bref. Et donc il y a ces deux stats-là. Il y a une autre stat assez ouf sur ce match, c'est qu'on a eu 3 receveurs qui ont marqué un touchdown en première mi-temps. C'était jamais arrivé dans l'histoire des Giants. Et alors là, on parle même pas des stats de Drew Lock qui nous fait un match quasiment le rating parfait. Alors, attends, je vais vous partager les stats. Il est à 55.3. Je crois que le rating parfait, c'est 155.6. 158.3, je crois. Ah, autant pour moi. Et il était au rating parfait à la mi-temps. Parce qu'il avait, à la mi-temps, je crois qu'il est à 7 sur 8 et 3 passes de TD. Donc quasiment une passe sur 2, c'est un touchdown. Je sais plus qui a dit ça sur...
sur la conversation. Oui. C'est ouf Ouais. quand même. Tu te dis qu'une passe sur deux, c'est intéressant. Alors, il est évidemment bien aidé par ses receveurs, mais c'est quand même assez incroyable. Voilà. Donc, Le deuxième touchdown enfin, on va parler de Mike Neighbors, mais en fait, la passe de Drew Lock sur le deuxième touchdown de Mike Neighbors, qui se fait entre deux défenseurs, quand il a lancé la passe, je fais oh, ça va être intercepté. Et en fait, ça passe juste. Et Malik Neighbors chope le ballon et remonte le terrain pour 59 yards, je crois. oui. Donc il y a eu beaucoup de yak des receveurs. Mais Surtout de oui, Malik de Neighbors. la part de la part bah oui, 161. Attends, il fait quoi? Il fait 304 yards et il y a 171 yards qui sont attribués à Ouais, c'est Malik ça. Neighbors. Ouais. Hmm. Et bah tiens, on peut la revoir justement parce que je me l'étais mise de côté cette réception. Et ce que j'ai trouvé vachement intéressant en fait, alors je vais avancer le jeu. Il y a une fin, on voit en haut de l'écran, il y a une feinte de remise pour Tyron Tracy Jr. Tout le monde va à gauche puisque la O-line bloque sur la gauche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu as Drew Lock qui roule sur sa droite, qui envoie une passe. Alors, j'essaie de décrire pour les personnes qui regardent en audio sans la vidéo sur YouTube. Effectivement, là, il y a un corner qui essaie d'anticiper, mais la balle arrive bien. Et moi, ce que je trouve ultra impressionnant, c'est au moment où il rattrape le ballon. Et ça, il nous l'a fait plusieurs fois. Il l'avait fait plusieurs fois déjà je crois, contre les Commanders, où il sait exactement où il va aller pour échapper au corner au moment où il rattrape le ballon. Et là, il passe entre les deux. Chut, incroyable. Et enfin, là, c'est complètement ouf. Qu'il passe entre les deux comme ça, que les deux se ratent et que derrière, après, il prend tout le monde de vitesse. Et là, tu le rattrapes pas parce qu'il est beaucoup trop rapide. Mais sur cette action qui a vachement été décrite par Plax pour les gens qui nous regardent en audio, comme dirait Plax, moi j'ai trouvé que. J'ai même pas fait gaffe que j'avais dit ça. Je te charrie. Mais la vitesse de pointe de Neighbors est incroyable. Et pourtant, c'était pas le receveur le plus rapide de sa classe, et c'est probablement pas le receveur le plus rapide de la NFL. Mais il a une capacité d'accélération qui est extrêmement impressionnante. Impressionnante. Ouais, tout à fait. Ça, c'est ouf. Et ses capacités de cut, de prise d'appui et d'anticipation. D'ailleurs, on va pas le montrer, mais le premier touchdown qu'il met, c'est une passe un peu pareille sur le côté où il fait une motion, il traverse le terrain, il récupère le ballon, il a un bloc devant lui, puis il a un O-line qui décroche et qui vient bloquer. Il lit parfaitement, il casse un plaquage et il va marquer. Et là, c'est pareil, il accélère. Et une fois qu'il est parti, c'est trop tard. Et tu te rappelles, on avait dit plusieurs fois cette saison, on n'a pas trop vu yard after catch. D'ailleurs, j'avais été mater les stats par rapport à d'autres receveurs comme Jamar Chase ou d'autres receveurs qui étaient dans la même catégorie, à peu près une centaine de réceptions et un peu plus de milliards. Il était vachement en retrait par rapport au nombre de yards after catch. Et là, sur ce match-là, c'est ouf parce qu'il ne reçoit pas trop de passes longues. Alors en première mi-temps, il a 2 tracés fade en mode back shoulder qui rattrape très très bien, mais globalement, il met plus de 100 yards en fait en yard after catch sur ses 171, quoi. Donc c'est assez ouf. Ouais. Non, mais en fait, c'est quand même assez dingue de se dire que Neighbors te fait donc maintenant 1140 yards, 104 réceptions en 16 matchs. Sachant, si on compare ça, donc il a loupé 2 matchs sur ces 16 matchs, il peut y en avoir un 17e. Mais si la saison devait s'arrêter aujourd'hui et que tu compares ça à un Odell Beckham Jr., en fait, c'est impressionnant parce que certes, Odell Beckham Jr., pendant la saison rookie, avait loupé 4 matchs, mais Odell Beckham, il avait Eli Manning. Tandis que Mike Neighbors, il a dû faire Daniel Jones, Tommy DeVito, Tim Boyle et Drew Lock. Ouais, c'est clair. Donc en fait, automatismes moyens, on va dire pas ouf, les automatismes avec le QB, là, pour le coup. T'as pas eu le temps de te chauffer avec ton QB, quoi. Bah, il va y avoir du boulot l'année prochaine ou peut-être la suivante, on ne sait pas, mais on espère l'année prochaine. Ouais, voilà, saison de malade. Et puis en plus de ça, on a Tyron Tracy aussi qui a dépassé les milliards de scrimmage yards. Donc ça, on accumule ses yards à la course et ses yards à la réception. Et donc Neighbors et Tracy deviennent le 3e duo de rookies à faire ça dans l'histoire de la NFL. Sachant qu'avant, c'était Reggie Bush et Colson, c'est ça? J'avais vu le truc. Je sais pas, j'ai pas vu les autres. Et puis encore avant, c'était un duo dont je ne connaissais même pas les noms et dont je ne vais pas vous ressortir. Oui, c'est ça. Marques Colson et Reggie Bush en 2006 et Abner Hayes et Johnny Robinson de Dallas, enfin des Dallas Texans, qui sont aujourd'hui les Kansas City Chiefs, en 1960. Ok. Dallas, c'était quoi cette équipe? Les Dallas Texans qui sont en fait l'équipe enfin c'est les Kansas City Chiefs aujourd'hui.
C'est si plus je le dis pas même de nom, c'est bêtises. plus la même ville, mais c'est la même équipe. Ouais, ouais. Ok. Bah, tu vois, je ne savais pas. Et oui, donc voilà, on parlait de tout ce match incroyable, 45 points des stats depuis 2015, un retour de kick-off, les 2 receveurs à 1 milliard. Enfin bref, il s'est passé 1000 trucs. En fait, ce match était finalement cool à regarder parce que c'était impressionnant. Il y a eu des points, il y a eu un peu de suspense aussi parce que les Colts sont revenus à 2 points à un moment donné. Ils ratent la transfo à 2 points où ils tentent une tactique intéressante où il y a un tracé facile à catcher, une petite hitch de 1 yard. Je sais pas si tu as vu, Mm. et il tente de faire une passe en arrière à un autre, au running back qui passe sur le côté, qui la rate, mais c'était voilà, donc ils sont pas revenus à égalité, et derrière notre défense a réussi à closer le match avec une interception de Drew Phillips et un sac de Thibodeau. Ben justement, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cette attaque avant qu'on passe sur la défense? Moi, peut-être un point quand même sur l'attaque, c'est que j'ai trouvé que la O-line, alors pour le coup, la O-line, si je dis pas de bêtises, par rapport au début de saison, euh, le garde gauche, c'est pas le même. Le centre, c'est pas le même. C'était Van Roten parce que Complètement changé, ouais. le garde droit, c'est. En gros, il reste un joueur. Il n'y a que Illumineur qui reste, je crois, de la O-line. Ou alors d'autres qui ont changé de Et poste, puisque Van peut-être le Roten, centre, non, le John Mack. centre, c'était John Michael Schmitz et il est blessé, donc c'est Van Roten qui est passé centre. Donc ça a changé là Ah, aussi. d'accord. On a Aaron Ouais, Stinney qui a joué, on a Cubas, un mec rookie sorti de nulle part, je sais même pas s'il est, je crois qu'il doit être undrafted ouais. free agent. Voilà, donc, et à droite, on a Evan Neal qui n'a pas starté non plus. Et finalement, il y a eu un paquet de moments où Drew Lock a eu le temps de regarder. D'ailleurs, le touchdown qu'il met sur Darius Slayton, je suis en train de regarder 32 yards. Il a le temps de regarder à droite, à gauche, il le voit, il lui envoie la balle, machin. Enfin, j'ai trouvé globalement, parce que je me souviens que c'est l'année dernière, quand on a eu des moments où à chaque jeu, on se disait, mais on va se faire saquer, en fait, c'est pas possible. On se prenait 8-9 sacs par match, enfin, c'était la folie. Et là, avec cette défense, enfin, cette O-line plus que remplaçante, ça a quand même vachement bien tenu. Donc j'ai l'impression que là, pour le coup, il y a quand même. Le coaching a quand même joué. Je suis en train de regarder, est-ce qu'ils ont fait des sacs? Ils ont 0 sac. Non, non, ouais, ils ont Aucun 0 sac. sac et seulement un hit sur Drew Lock. Et c'était exactement, quand tu m'as demandé si j'avais autre chose à dire, c'était ça. C'était la O-line Ah. en protection de passe. Ça fait du bon boulot Mm. avec le peu de bons joueurs qu'on a et qui Ouais. restent sur cette O-line. Donc oui, et j'ai trouvé qu'en effet, c'était très malin de la part de Brian Daboll en conférence de presse de dire, bah voilà, quand ça joue bien au poste de quarterback, et bah ça se passe bien pour tout le monde. Et ça, quelque part, ça touche aussi un peu à la O-line parce que le quarterback ne peut pas bien jouer si la Mm. O-line ne le Mm. protège pas. Mm. Et c'était pas un message pour les médias, c'était un message pour le management parce que Mm. je pense que Brian Daboll, il se dit qu'il va peut-être sauter en fin de saison. Brian Daboll avait besoin de cette victoire, clairement. Parce que C'est sûr. si on ne gagnait pas contre les Colts et qu'en plus on se fait taper encore une fois contre les Eagles, je ne vois pas comment est-ce que tu peux justifier de garder Brian Daboll. Mm. Après, Mm. il en a déjà battu le record de défaites consécutives dans l'histoire des Giants. J'en parlais la semaine dernière. On a eu 9 non, on a fait 8 défaites consécutives à la maison et On a on a failli évité perdre la tous nos matchs neuvième. à domicile. On a failli perdre tous nos matchs à domicile aussi. Et là, on sauve l'honneur. On sauve l'honneur, exactement. Donc c'est sûr, ça fait pas du bien pour le draft pick, mais ça euh, c'est un dommage collatéral, hein, comme je disais dans un autre épisode, on joue pas pour la position dans la draft, on joue pour l'aspect compétitif et puis après on s'ajuste en fonction de ce qui se présente à la draft. Mais voilà, pour l'attaque en tout cas, je pense qu'on a fait le tour et il y a quelque chose à dire sur la défense où là Ouais. c'est moins glorieux à mon avis. Si juste dernier point sur l'attaque, on disait la O-line enfin, pour la passe ça a été bonne. Pour la course, beaucoup moins bonne. On a eu beaucoup de mal à gagner des yards, à part une course de Tyrone Tracy pour 40 yards, qui le fait passer au-delà des 1000 yards all-purpose yards. Sinon, bon, c'est vrai que ça a été difficile. Il y a eu beaucoup de pertes de terrain ou de 1-2 yards. Voilà, ça a été quand même assez compliqué de jouer la course. D'ailleurs, bon, globalement, je pense que le match a été bien appelé par Daboll. Ça s'est bien passé. On ne marque pas 45 Mm. points quand on a un match qui n'est pas bien appelé. La 4e et 1, encore une fois, il tente de passer sur l'extérieur. Bon, là, j'ai trouvé que c'était assez moyen. Et ce que disait le commentateur, c'est ça passe pas. Pourquoi tu tentes un truc comme ça? Surtout les jeux qui vont en extérieur, des petites tosses ou des petites pitches sur l'extérieur.
souvent, ça met plus de temps à se dérouler. Et voilà, c'est plus compliqué. C'est potentiellement ce genre de jeu où tu peux vraiment perdre du terrain. Et c'est ce qui s'est passé sur cette action. Ouais. Il n'y a pas eu de punition derrière puisqu'on gagne le match quand même, mais ça aurait pu coûter un peu plus cher que ça. Ok, la défense. Alors moi, je vais te donner le point le plus marquant pour moi dans cette défense. C'est évidemment la défense contre la passe, puisqu'on a dit 330 yards pour Joe Flacco. Et notamment, pour moi, la grosse déception, c'est sur la saison, c'est ce que j'ai mis dans le résumé que j'ai mis sur le blog aujourd'hui, c'est Deontay Banks qui se fait avoir à chaque fois qu'il y a une passe longue, il fait une interférence, une passe interférente. C'est assez ouf. Et les mecs se disent, en fait, on va faire ça. Et ils le font plusieurs fois, et puis à chaque fois ça marche, à chaque fois il fait une passe interférence. Donc bon, ça c'est vraiment ma déception. Sur le reste, on fait 3 turnovers, ça c'est très bien. Elle est magnifique, la première interception de Del Belton, où il est quasiment en position de receveur, où il va attraper la balle, il fait un plongeon et tout, magnifique. Celle de Drew Phillips, bon, ça fait plaisir parce que c'est un rookie, mais elle lui tombe un peu dans les mains parce qu'il est bien mis sous pression. Il y a eu un peu plus de pression globalement sur ce match quand même si on fait on fait 2 sacs, voilà, bon, c'est pas oufissime, mais il y a eu un petit peu plus de pression. Après, en face, bon, ils sont bons à la course, donc voilà, pas grand chose à dire. Si ce n'est que vraiment, c'est Deontay Banks, moi, qui est la déception de ce match et de la saison en général. Ouais, enfin, Deontay Banks, c'est. Alors, je sais plus qui disait ça. Ah, si, c'est ça. J'ai entendu notre ancien head coach, Pat Shurmur, qui faisait un commentaire. Enfin, il parlait de Shedeur Sanders avant le match, la finale du bowl qu'il devait avoir, où apparemment il a joué de manière horrible. Et en fait, Pat Shurmur disait qu'un bon joueur en NFL avait besoin de 3 choses. Il disait le talent, l'amour du jeu, enfin, une passion pour le jeu, et il dit, et alors le troisième, c'est bête, je sais plus vous dire lequel c'était, mais en fait, il se concentrait surtout sur le deuxième en disant, en fait, l'amour du football, beaucoup de joueurs ne l'ont pas. Parce que quand tu es passionné, en fait, de sa perspective de coach, il faut croire que tu as des joueurs qui sont talentueux, mais qui n'ont pas l'amour de ce sport parce que, en fait, oui, ils aiment bien jouer, mais ils n'ont pas envie de tout donner à ce sport pour être les meilleurs. Et quand je regarde Deontay Banks, je vois un joueur qui a toutes les qualités physiques pour être un bon cornerback en NFL, qui a certainement du talent. Je pense que le troisième, ça va être naturellement les qualités physiques, mais qui, par contre, n'a pas la niaque qu'il faut pour. Alors peut-être que ça se débloquera un jour chez lui. Faudrait pas que ça tarde trop. Mais cette saison, moi, je l'ai trouvé nul. Alors, à un moment de la saison, on se disait, ouais, mais statistiquement, en fait, il fait mieux que la précédente. Alors, il faudrait voir maintenant sur toute la saison si statistiquement, il est toujours mieux que la saison précédente. Mais on a vu trop de situations où il se laisse aller, il n'est pas à fond, il se fait avoir bêtement. Donc, je suis très, très déçu de ce joueur-là et je me dis qu'on a un gros besoin au poste de cornerback, encore une fois. Ouais, je pense que vu son statut là, il peut être cornerback 2, pourquoi pas, mais clairement, on n'a pas de cornerback 1 capable d'aller marquer des Justin Jefferson ou équivalent, quoi. Donc là, c'est assez problématique. Je suis en train de regarder notre meilleur plaqueur, c'est un mec qui s'appelle Ty Summers, je sais même pas d'où il vient, je sais pas qui c'est. Oui, alors Ty Summers, c'était un special teamer. Il faisait, il était que sur ça, mais avec la blessure de Kereke, il a été sur le terrain et je pense qu'il il a profité de cette opportunité qu'il avait à fond et il était absolument partout. Lui et Jason Pinnock étaient vraiment partout sur le terrain. C'était assez impressionnant. Ouais, alors je vais me permettre de te corriger un tout petit peu. C'est pas la blessure d'Okereke qui a projeté Ty Summers en titulaire. C'est la blessure de comment il s'appelle le duo Okereke. Merde, putain. McFadden, qui lui était blessé sur ce match-là. Oui, mais Ty Summers, il était en position d'inside linebacker, alors que McFadden, il est plutôt sur l'extérieur. Non, les deux sont inside. Ils sont en duo, et c'est Muasau qui a remplacé Okereke quand Okereke a été blessé, et McFadden a été blessé, et donc Ty Summers s'est retrouvé. Donc là, notre duo de linebacker, c'était Ty Summers, Muasau, mec. C'était un truc improbable, sorti de nulle part, et finalement, ça a plutôt bien marché. Oui, on prend beaucoup de yards, évidemment. Comme il nous met 125 yards, Jonathan Taylor. Bon, voilà, mais bon, ils ont quand même une grosse line et c'est pas très étonnant. Enfin, la semaine dernière, il met 3 TD et 200 yards à la course. Donc, bon, voilà,
c'est pas étonnant, On est mais quand nul je à la regarde, course. tu te rappelles la dernière fois qu'on a fait un podcast tous les deux, je t'avais donné des noms de mecs improbables qui, entre-temps, Il y a longtemps. eux-mêmes ont été blessés. Donc, il y a encore d'autres mecs derrière pour les remplacer. Voilà, donc c'est assez complexe de jouer, même si on a eu quelques corners qui sont revenus. Globalement, c'est vrai que c'est pas évident de composer avec cette défense. Maintenant, je trouve quand même que, bon, clairement, il nous manque un cornerback 2 à l'heure actuelle, mais si notre cornerback 1 passe cornerback 2, il nous manquera un cornerback 1. Donc, bref, il nous manque du monde au poste de cornerback. Je trouve que niveau linebacker, ça va, on est plutôt tranquille. D-line, il nous manque un vrai D-line pour aller renforcer. Et puis, le reste, c'est quand même à peu près OK, je pense. Mais je suis moyennement convaincu de la part du coach défensif. Moi, pour le coup, voilà, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est un peu moyen quand même, je pense. Ouais. Alors, juste sur la D-line, on a quand même eu un sac de Rakim Nunes-Roches. Oui. Je trouve qu'il a fait un plutôt bon match, mais Mm. on est sur un match où en fait on n'avait pas Dexter Lawrence. Nunes-Roches, c'est bien, ça dépanne, mais c'est sûr qu'on a besoin de quelqu'un d'un peu plus costaud. On a besoin de retrouver un Leonard Williams aux côtés Mm. de Dexter Lawrence. Ça, c'est Ouais, clair. mais là, il faut un rookie, Après, parce que tu peux pas payer deux mecs au prix fort comme ça, c'est trop non, cher. bien sûr. Après, pour ce qui est du coordinateur, bon là c'est une autre question et ça va être un sujet intéressant pendant l'intersaison. C'est qu'est-ce que tu fais? Et on a déjà posé la question. On est quasi certain que Kafka se casse à la fin de la saison. Mm. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on va chercher un coordinateur offensif en extérieur? Il y a peu de chances. Donc, parce que qui va vouloir travailler comme coordinateur offensif sous Brian Daboll, sachant que c'est Brian Daboll qui prend le play calling et que Brian Daboll a un peu une réputation d'être un peu dur. Enfin, c'est dur de bosser avec lui parce qu'il est très dans la confrontation. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de candidat, mais ça va peut-être en éliminer certains. Donc, je pense que côté coordinateur offensif, et j'en viens au côté défensif, il y a plus de chances qu'on ait quelqu'un en interne qui soit promu juste pour être dans la box en haut pendant que Daboll Mm. appelle Mm. les jeux. Mm. Défensivement, va chercher un coordinateur défensif, sachant que tu es sur un coaching staff qui a failli se faire virer et qui, s'il y a une autre mauvaise saison, se fera virer. Donc en fait, c'est pas un poste qui est attractif. Et d'ailleurs, on peut même pousser la réflexion beaucoup plus loin. Si tout le coaching staff se fait virer, donc Brian Daboll compris, mais qu'on garde Joe Shane, quel head coach va vouloir se mettre sous Joe Shane, sachant que Joe Shane sera le prochain sur le siège éjectable? Ça veut dire que si tu vas travailler pour Joe Shane, tu es sur un contrat de 1 ou 2 ans maximum Mm. et tu sauteras en même temps que le GM. Ouais, Donc c'est une c'est pour ça situation. qu'il faut. Ouais, je suis d'accord. Elle est bonne ton analyse. Moi, je pense qu'il faut garder les deux cette année. De toute façon. Et espérer une amélioration, mais Ouais. ouais, je suis vraiment pas fan de Bah, Bowen. Hein. tu gardes les deux. Tu les laisses jouer une saison de plus. Tu les laisses prendre leur QB rookie, faire ce qu'ils veulent comme move, en essayant de ne pas hypothéquer trop de pics pour les années suivantes. Et puis tu vois ce que ça donne. Si tu fais une saison à 7-8, 8-8, 9-8, 8-9, un truc un peu encourageant, que tu as un quarterback que tu sens monter en puissance le long de la saison, etc., avec un quarterback rookie, une équipe, parce que quand même, oui, les deux premières drafts sont finalement assez catastrophiques. Par contre, la draft 2024, pour moi, elle est incroyable. Tous les joueurs ont participé. C'est juste, je me souviens pas d'avoir vu une draft Mais comme ça côté Giants. est-ce que c'était pas un coup de chance? Bah, la Bah, la tu fais dernière pas un coup draft de qu'on a chance eue, sur six moi, joueurs en même temps, quoi. Tu fais pas un coup de chance sur 6 joueurs. non, ouais, mais je veux dire, peut-être que cette année, les pièces se sont mieux mis en place que par rapport aux années précédentes. Tu disais, tu sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a eu une classe de draft qui a autant contribué. De mémoire, je dirais 2007, l'année du Super Bowl, où tu as Steve Smith, Mm, Kevin Boss, Jay Ford, Aaron Ross, et j'en mm, oublie mm, encore. mm, Il y mm. avait aussi Kamika Mitchell, qui me semble était UDFA. Mais il y a peut-être eu des classes de draft depuis 2007 qui ont aussi contribué. Mais là, c'est celle qui, pour moi, en tout cas, avait énormément contribué. Je suis d'accord avec toi pour dire que cette classe de draft est assez impressionnante. Ma seule inquiétude, c'est de me dire, est-ce que sur ce coup-là, Josh Allen n'a pas juste eu de la chatte, quoi. Alors moi, je le verrais plutôt dans l'autre sens. Est-ce que il a finalement pas réussi à créer cet environnement dont il avait besoin
Je te rappelle qu'il a quand même viré beaucoup de monde au début. Il est arrivé, il n'a pas eu trop de temps, hein. Il avait des mecs dans son équipe qu'il a viré après la draft. Donc voilà, est-ce que, même si lui avait fait des analyses, donc les joueurs qu'il a pris, il les avait déjà analysés, tout ça, voilà, il n'est pas arrivé en disant je connais rien à aucun joueur et puis je vais prendre des mecs au hasard. C'est pas non plus lui qui fait tous les choix tout seul, même si c'est lui qui a le dernier mot, j'imagine. Il a quand même des staffs qui sont là pour l'aider. Donc est-ce qu'il se retrouve pas finalement maintenant avec ce groupe de gens qui a confiance et cette ambiance de travail qui lui convient bien, etc., comme on l'a vu un peu dans le Hard Knocks, où il y a l'air d'avoir un groupe soudé de scouts. Donc, je sais pas, on peut le voir dans les deux sens, et je pense qu'il faudra une année supplémentaire pour s'en rendre compte si l'année prochaine c'est catastrophique, etc. Moi, autre chose qui est encourageant, c'est que quand on a dû aller chercher des joueurs en cours de saison, etc., je pense notamment cette année à Smith-Marset, qui, pour moi, est extrêmement impressionnant. Il a les mains sûres. Mec, on claque plus des fesses à chaque fois qu'il y a un punt. On sait qu'il va la rattraper. Il le relâche jamais. Moi, je le trouve très bon. Et il y a eu des joueurs qu'on a été chopés comme ça, qui sont intéressants, et notamment des joueurs tard dans la draft. Et ben, on parlait de McFadden, c'est pareil. Ok, il n'y a pas eu de hit sur les premiers, deuxième tours. Par contre, derrière, il y a eu des mecs qui sont capables de venir renforcer ton équipe. Et ça, c'est indispensable. Quand tu veux avoir une équipe compétitive, il faut des mecs de banc, de rotation, etc. Donc, voilà, est-ce qu'on n'arrive pas à un moment quand même où il a réussi à créer cet environnement de travail qui fait que ça va commencer à monter en puissance à partir de maintenant et à partir de l'année dernière d'ailleurs, mais on va voir. Mais Josh Shane, sans dire que c'est un GM complètement nul, et je pense que en free agency et en transaction pendant la saison, comme tu dis, c'est quelqu'un de bon. Il nous a fait des belles signatures en free agency. En plus, les contrats sont quand même bien négociés. On peut dire ce qu'on veut sur le contrat de Daniel Jones, mais on savait depuis le début que c'était un contrat de 2 ans et que si ça se passait mal, on pouvait en sortir, et on va en sortir. Ça va nous coûter un peu d'argent, mais pas tant que ça. En tout cas, on a pu en sortir, parce qu'il y a des contrats où tu es coincé, clairement. Deshaun Watson, et là pour le coup, je me plante pas, c'est lui qui a eu un contrat entièrement garanti. C'est une aberration. Donc tout n'est pas à jeter chez Josh Shane. C'est juste que si tu le compares par rapport à son prédécesseur Dave Gettleman, au final, Dave Gettleman s'est mieux débrouillé dans le premier tour que Josh Shane. Après, Dave Gettleman, tu sentais que tout se faisait au doigt mouillé, alors que Josh Shane, et ça on le dit depuis le début, et même si on n'est pas content de la performance jusqu'à présent, c'est un gars, il a une méthode en place, et il a un processus, et ça déjà c'est rassurant de se dire, ok, il a décidé de faire les choses comme ça, on y croit, on n'y croit pas. Au final, c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on croit encore au processus de Josh Shane? C'est normal qu'il y ait des doutes. Moi, je pense faire partie de ceux qui ont des doutes, mais je comprends tout à fait ta position de dire il a dû nettoyer la merde de Dave Gettleman les premières années. Est-ce qu'il ne faudrait pas lui laisser un peu plus de temps pour que maintenant il nous montre ce qu'il est capable de faire alors qu'il a un environnement qui lui est favorable? Ouais, c'est pour ça que pour moi, beaucoup disent il faut garder l'un ou l'autre, l'un et l'autre, et si on vire l'un, on vire l'autre. Et ça colle avec ce que tu dis, qui voudrait venir dans cet environnement-là en étant externe, etc. Donc, pour moi, il faut leur laisser une saison de plus et on voit ce que donne l'année prochaine. Et il faut leur laisser drafter leur quarterback. Alors justement, ça va nous amener, cette histoire de quarterback, au dernier point que je voulais évoquer sur ce podcast. Les réseaux sociaux étaient en feu. Il y a eu, d'ailleurs, alors là, s'il y a des gens de TD Actu qui nous écoutent, je trouve que leurs tweets ils sont pas professionnels, Touchdown Actu, mais un peu quand même. Et certains vivent de Touchdown Actu, chez Touchdown Actu. Je trouve que leurs tweets sont un peu putaclic parfois. Et notamment, alors, il y en a eu sur les Jets, il y en a eu sur plein. Voilà, ils aiment bien se moquer des équipes nulles, et je comprends qu'on a envie de se moquer des Giants. Par contre, et c'est pas les seuls, mais je retiens leur tweet notamment, de dire, voilà, ils gagnent pas quand il faut gagner, ils gagnent quand il faut pas gagner, etc. Et ils savent bien qu'en fait, c'est vraiment putaclic de dire ça, parce que et on va rebondir sur ça, et tu vas me dire ton avis, mais les joueurs n'ont pas du tout le même objectif que le GM. Et on l'a dit, à un moment donné, on dit, mais est-ce qu'on n'est pas finalement en mode tanking, dans le sens où est-ce que le GM et le coach ne se sont pas dit à un moment donné, bon, et là, on ne met pas trop d'efforts, on ne va pas trop se pousser pour essayer de gagner, parce qu'on arrive à un stade où de toute façon, ça ne changera rien, autant se retrouver avec le premier tour de draft. Ce qui ne change pas, c'est que les joueurs, dans tous les cas, eux, vont jouer à 100%. Et c'est bien de le voir. Et ce que je faisais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai l'impression que Daboll n'a pas perdu le vestiaire, puisqu'ils se sont battus comme il fallait, etc. Mais de dire que les Giants sont une équipe débile, à aucun moment, le coach va dire aux joueurs,
messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous, ne jouez pas trop ce match-là. Voilà, c'est jamais arrivé. Donc, dans tous les cas, ils vont pas faire exprès de se saboter eux-mêmes. Et les joueurs jouent leur vie, jouent leur, pas leur vie, mais jouent leur job, jouent leur. C'est comme si vous étiez au boulot et que vous faisiez exprès de faire des trucs nuls en vous disant peut-être que l'année prochaine, je ferai mieux parce que je sais pas quoi. Bah non, en fait, si vous faites ça, vous vous faites virer. C'est pareil pour les joueurs. Si vous êtes nul, vous vous faites virer. Donc, en fait, tu peux pas dire ça. Le GM, peut-être que Mara a dit au GM, quoi qu'il en soit, tu es là l'année prochaine, fais ce qu'il faut, etc. J'en sais rien, on peut pas savoir. Mais on revient sur le fait que le tanking n'existe pas. Alors, bon, c'est vrai que tous les deux, on s'était posé la question, est-ce que, voilà, inconsciemment, il n'y a pas quand même un truc, au moins dans le staff, où ils se disent, on force pas trop, on va pas essayer de faire trop de moves, etc. Et puis, on voit ce qui se passe. On voit clairement que là, en fait, Dabol, ils voulaient gagner, les joueurs voulaient gagner, et on peut pas leur en vouloir. C'est des compétiteurs, ils sont là pour ça, ils ont un job à sauver. Donc, voilà, moi, ma critique, là, en fait, elle est que ceux qui disent c'est débile d'avoir gagné, je trouve que c'est idiot de dire que c'est débile. Voilà, parce que les joueurs et le coach n'ont pas les mêmes visions que le propriétaire et le GM. Voilà. Encore une fois, on l'avait dit ça sur un match précédent. Quand tu rentres sur le terrain, tu rentres pas sur le terrain en disant bon, l'objectif c'est le premier pick de la draft. Non, quand tu rentres sur le terrain, les joueurs surtout, et puis les coachs aussi, eux essaient de gagner parce qu'ils vivent tous sur des contrats courts. Et je pense que c'est Doug Peterson qui a eu un peu. Alors, il s'en est remis puisqu'il est head coach aujourd'hui, mais je pense qu'il a aujourd'hui cette étiquette de coach qui a tanké. Les joueurs n'ont pas reçu d'instruction à l'époque chez les Eagles, mais je me rappelle, je ne sais plus qui a fait des réflexions. Il y a des joueurs qui, dans les vestiaires, après le match, ont fait des réflexions en mode ouais, c'était un peu du foutage de gueule. Et d'ailleurs, rappelle-toi, après la bye week, tu sais, quand Daniel Jones avait été viré et qu'on voyait clairement qu'il n'y avait pas de motivation et que là, on se demandait, putain, ils ont lâché Dabol et tout, il y avait d'autres joueurs, dont Mike Neighbors, qui disaient en fait, on a joué comme des merdes, quoi. C'était pas les termes utilisés, mais c'était de dire, en fait, ça se voit quand les joueurs se donnent pas à fond. Donc, je pense que c'est normal que des joueurs en fin de saison perdent de la motivation parce qu'on ne gagne pas, etc. Et ne croient plus en leur coaching staff. Ça veut pas dire qu'ils sont en train de tanker. Ça veut juste dire en fait que bon, moi, je vais terminer ma saison. On peut être aussi sûr qu'il y a des joueurs qui, si ils étaient en course pour les playoffs, joueraient malgré des blessures. Ces joueurs-là se sont dit, bon, cette fois, je vais plutôt prendre soin de mon corps plutôt que de risquer d'aggraver ma situation. Ça s'appelle pas du tanking. C'est juste que c'est des joueurs qui font attention à leur carrière et qui t'es pas dans la même situation quand tu te dis bon, je vais peut-être jouer sur une cheville fêlée parce que demain je suis au Super Bowl. Ouais. Tandis que est-ce que j'ai vraiment envie d'aggraver ma blessure alors qu'on est à 2 victoires pour X milliers de défaites? Pour moi, c'est pas du tanking. C'est juste un joueur qui est en train de se dire faut que je fasse aussi attention à mon corps parce que mon corps, c'est mon outil de travail. Ce qui se dit dans les salles de réunion entre Mara et le GM, j'ai toujours beaucoup du mal à croire que Mara donne carte blanche pour perdre des matchs volontairement, mais bon, je suis pas là et je veux bien croire que je suis un idéaliste. Ça, il y a pas de souci. Mais ce qui est sûr que oui, d'un point de vue de commentateur, c'est pas très malin de dire ils sont vraiment des gros débiles de pas avoir perdre parce qu'en fait on sait que les joueurs vont se donner à fond. Ils ont que 17 matchs pour montrer ce qu'ils valent sur le terrain. Pour certains, c'est très très difficile de participer, d'avoir quelques snaps en pré-saison. Donc ces joueurs-là, ils vont se donner à fond, ça c'est sûr. Bien sûr, et Wendell Robinson l'a dit après le match, Jordan Ranan, il a mis des trucs là-dessus, il disait, voilà, les joueurs, ils se donnent à fond, quoi qu'il en soit. Et tu l'as dit, il peut y avoir des problèmes de motivation, voilà, il y a plein de choses, mais si tu es sur le terrain, il faut quand même que tu joues un maximum, c'était pas trop... il y a eu voilà, on a vu des Deontay Banks qui allaient pas au plaquage, etc. Ok, ça c'est une chose, mais il y en a beaucoup qui jouent leur poste et ils ont l'occasion. Je pense on parlait de Ty Summers, voilà, un peu sorti nulle part. Le mec, c'est une occasion en or pour lui. Bien sûr qu'il va se donner à fond pour faire tout ce qu'il faut. Il va pas se dire, non, on va tanker pour que les Giants soient meilleurs l'an prochain. Mais mec, ça se trouve, t'es même pas dans l'équipe l'an prochain, en fait. Exactement. Donc, si tu vas avoir une chance d'être dans l'équipe, donne-toi à fond. Donc, le mec va se donner à fond. Il en a à foutre de savoir qu'on va drafter un quarterback ou quoi. Oui, ok, à un moment donné, tu vas
tu te dis ce serait bien qu'on gagne un Super Bowl, mais avant de gagner un Super Bowl, il faut au moins jouer dans l'équipe. Donc oui, tu as des Malik Nabers, tu sais qu'il sera là l'an prochain, bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a un paquet de joueurs où eux, s'ils ne font pas des performances, ils seront plus là. Donc voilà. Donc voilà, je comprends que les gens soient déçus qu'on n'ait plus le first pick. Et d'ailleurs, petite info, j'avais vu, on a eu que 2 fois le first pick dans l'histoire de la NFL et jamais dans l'ère du Super Bowl. C'est jamais arrivé. Donc ça fait un paquet de temps qu'on n'a pas eu le first pick. On ne l'aura pas cette année vraisemblablement. Je ne pense pas que toutes les équipes qui soient derrière nous gagnent et que nous on perde, etc. Donc voilà. Surtout que comme on disait, c'est pas impossible qu'on gagne, même si je pense qu'on ne gagnera pas, mais ça reste probable qu'on puisse gagner quand même, possible. Donc voilà, c'est juste ça, et je comprends les deux camps, et dans tous les cas ça fait du bien de gagner quand même, et c'est cool de voir les joueurs contents. Ils étaient vraiment contents de gagner, enfin ça se voyait quand ils marquaient un touchdown, c'était pas oh, putain merde on a marqué, fait chier on va gagner quoi. Aucun joueur n'était comme ça, aucun. Ouais. Et sur le first pick, je trouve qu'il y a eu des commentaires intéressants sur Twitter. Alors Twitter, c'est pas forcément une référence parce que tu dis de tout et de n'importe quoi, et surtout du n'importe quoi, et donc l'algorithme va parfois te mettre des gars qui disent n'importe quoi parce qu'ils veulent faire des trucs putaclic et c'est ce qu'on évoquait la dernière fois. Ouais. Voilà. Et en fait, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que des gars qui pendant toute la saison ont dit Cam Ward, Shedeur Sanders, on va l'avoir en premier pick, c'est génial. Et là, ils sont en train de dire ah non, moi, j'ai pas envie de trade up pour ces gars-là. Et t'as envie de dire mais attends, si tu voulais prendre au premier pick, tu veux pas faire un trade up de la 4e à la 1re ou 2e place? Enfin, ça n'a pas de logique. Si tu penses que ces gars-là valent un premier pick, ça veut dire qu'ils valent aussi de monter à ce pick-là. Alors on va dire bah non, parce qu'en premier pick, on n'avait pas besoin de dépenser du capital de draft supplémentaire. On est bien d'accord. Et donc du coup, ça veut dire que prendre un Sanders ou un Ward au premier pick, c'est quelque part un choix par défaut parce que tu n'as pas des quarterbacks de même niveau qu'un Jayden Daniels ou autre. Alors ça, c'est une discussion qu'on aura. J'ai toujours pas regardé des tapes, j'ai juste lu quelques trucs sur ces joueurs-là qui personnellement m'ont inquiété, donc j'ai toujours un a priori négatif, je veux bien le reconnaître, mais le jour où je regarderai la tape, j'essaierai d'avoir un esprit aussi ouvert que possible. Et ce que je veux dire, c'est que il y a un changement de discours chez certains fans qui disent ah ouais, mais en fait, si on est en 4e position, on peut plus drafter de QB parce qu'on ne va pas aller trade up pour prendre ces QB-là. Je trouve ça complètement incohérent. Non, mais c'est que des incohérences en ce moment. Tu as des gens qui vont dire oui, ils n'ont pas le niveau pour qu'ils soient pris en 1 ou 2, et puis une fois qu'on n'est plus en 1 ou 2, comment ça on n'est plus en 1 ou 2? Non, mais c'est débile, on est vraiment une équipe de débiles. Souvent, tu as des gens qui vont être critiques quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Oui, ouais. Surtout les Giants sont une cible facile depuis quelques années, donc il y a des critiques. On le mérite, je veux dire, on est nul. Oui, on est nul, bien sûr. Après, bon, l'histoire de la NFL, l'histoire de la draft montre que tu peux aussi trouver un très bon quarterback sans être. On ne sait pas, on ne connaît pas le board des Giants, on ne sait pas ce qu'ils en pensent. Oui, ils sont là. Le GM était là, Josh Allen était là pour le match de Cam Ward, qui sortit à la mi-temps, je crois, donc il met 3 TD en une mi-temps. Shedeur Sanders, il fait 2 touchdowns, 2 interceptions, il a été moins bon. Il se passe plein de choses. On a vu les photos des crampons de Shedeur Sanders qui, dans les vestiaires, avaient des crampons aux couleurs des Giants, qu'il n'a pas porté pour le match, évidemment. Donc il se passe plein de choses, on ne sait pas. Voilà. Moi, actuellement, je n'ai pas regardé assez d'images, etc., mais on va dire un peu mon crush, c'est Cam Ward pour déjà la fluidité, la beauté de son lancer, je trouve incroyable. Il a un bras très puissant, il fait des passes incroyables. Donc, mais sur les highlights, il y a des highlights que jamais on a vu. Et je t'avais envoyé des trucs où Daniel Jones, jamais il a fait un quart de. Ouais, mais il y a des actions où il fait des choses où jamais Daniel Jones a fait un quart de ça. Maintenant, est-ce que sur des jeux plus classiques, c'est bien d'avoir des belles actions, mais est-ce que sur 80% du match, tu es capable de faire des choses qui sont constantes et qui font avancer l'équipe? Ça, j'en sais rien. Je n'ai pas regardé assez de trucs. Une des caractéristiques de Cam Ward, et on ne va pas faire de débat de draft maintenant, mais c'est ça, je ne sais pas quel est le bon terme, mais sa tranquillité dans la poche. Tu sens qu'il est relax, qui sait où il va aller, il envoie sa balle, etc. Et là, il y a une espèce de confiance qui émane de lui que je trouve très intéressante. Maintenant, c'est sûrement pas suffisant pour le drafter. Et beaucoup de monde, mais Jones, voilà, c'est très différent. Ça, c'est clair que c'est très différent. Donc voilà, bon, on verra bien. S'ils sont convaincus, ils feront ce qu'il faut pour aller le chercher. L'an dernier, on avait quel pic l'année dernière? 6.
On n'a pas fait de move pour monter plus haut pour aller chercher qui que ce soit. Les équipes n'étaient pas d'accord pour le faire. Les Patriots ont eu leur quarterback, donc a priori, ils ont Drake May. Ils ne vont pas essayer de choper un quarterback. Et s'ils ont le first pick, peut-être qu'ils voudront bien trade et échanger. Si on a le 4e, on peut remonter au premier, peut-être, c'est possible. On peut imaginer des choses comme ça. Donc, ça va être intéressant, mais il y a quand même très peu de chances, effectivement, qu'on ait ce first pick. Donc voilà, il va falloir faire avec. À voir. Prochain match contre les Eagles pour terminer cette saison infernale. Alors, justement, toi, j'ai évoqué un tout petit peu en tout début de podcast où je disais que potentiellement, il pourrait mettre les joueurs au repos et pas essayer de faire battre le record de saison régulière à Saquon Barkley. Qu'est-ce que tu en penses, toi à ton avis, qu'est-ce qu'ils vont faire sur ce dernier match, les Eagles? Alors, je ne les ai pas du tout suivi cette saison, mais je me rappelle de je ne sais plus quel match où Sirianni disait à Barkley, bah tiens, si tu continues, tu vas avoir battre tel C'était contre record. nous. C'était contre nous, mec. Ah oui, c'était contre. C'était à domicile contre nous. J'ai de l'amnésie sélective. Donc voilà, ça pour dire que je pense que Sirianni a aussi envie de faire plaisir à ses joueurs et de les mettre dans des positions où ils peuvent avoir de la réussite à titre individuel. Donc je ne serais pas surpris en fait de voir des Eagles qui font jouer leurs titulaires en première mi-temps. Et à la limite, c'est peut-être le meilleur scénario. Font jouer des titulaires en première mi-temps, nous mettre genre 45 points, enfin pas en première mi-temps, mais genre nous mettre 3 TD en première mi-temps. Ouais. Et puis après, il fait bon, bah, c'est bon, on est tranquille, ok, chacun a son petit record. Allez, on rentre à la maison, on envoie les backups. Et parce que il faut aussi se rappeler d'un truc, c'est que parfois, ça peut avoir un effet néfaste de mettre sur le banc tous tes titulaires. Nous, en 2007, on avait fait le choix de faire jouer, alors qu'il n'y avait aucun enjeu pour nous, de faire jouer nos titulaires contre les Patriots en dernière semaine. Les Patriots, leur seul enjeu, c'était d'avoir la saison parfaite. Et en fait, ça a créé une dynamique dans l'équipe des Giants qui est allée au Super Bowl et a gagné contre les Patriots. Alors, je ne dis pas que c'est parce que vous avez joué au titulaire sur un match sans enjeu que ça vous garantit le Super Bowl. Mais il y a eu aussi des exemples d'équipes qui se sont vautrées parce qu'ils n'avaient pas fait jouer leur titulaire, donc ils étaient plus trop dans le momentum. Voilà. Bah, pour moi, c'est un entre-deux, donc c'est ni oui ni non pour répondre à ta question. C'est plus, on commence avec les titulaires et on est quand même assez conservateur pour éviter des blessures parce que ce serait con de perdre un Saquon Barkley le dernier match de la saison parce qu'ils vont en avoir besoin. Ouais, ce serait con. Ce serait con, mais moi j'aimerais bien. Alors, je ne souhaite les blessures de personne. Mais non, moi je l'ai dit, je souhaite une légère blessure. Un petit truc qui l'écarte des terrains juste pour le premier match des playoffs, juste pour qu'il se fasse battre. C'est tout. Le hamstring. Mais en fait, ça me fait penser à ce mème de Philippe Etchebest. Oh non, merde, c'est trop con. Oh non. C'est bien lui qui fait ça. Je sais pas, mais je vois tout à fait le genre de truc et ce serait dommage effectivement qu'il le fasse jouer et qu'il se blesse parce qu'un linebacker undrafted qui maîtrise pas trop ses plaquages lui tombe sur la cheville, ce serait con. Non, bon, voilà, et c'est comme un symbole, il va battre le record historique pour nous enfoncer jusqu'au bout sur cette saison, ce sera contre nous, évidemment. Voilà, mais c'est pas grave, ça nous change rien à notre histoire à nous, c'est très bien pour lui. C'est un super gars et mérite ce qui lui arrive après tant de galères avec notre O-line. Exactement, c'est ce que tu dis, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que malgré tout le ressentiment qu'on a pu avoir à l'égard de Barkley qui allait chez les Eagles et tout, en fait, à titre individuel, si je veux abstraction qui porte ce vert absolument dégueulasse et qui joue pour Philadelphie, je trouve qu'il a une saison incroyable. Je suis très content pour lui à titre individuel qu'il ait autant de réussite. C'est génial parce que c'est vraiment un joueur qui le mérite. Bon, j'aurais préféré que ce soit avec une autre équipe, mais la vie est ainsi faite et on passe à autre chose, quoi. Ouais, mais avec une autre équipe qui n'avait pas la O-line des Eagles, il faisait pas 2 milliards. Donc voilà. Non, mais il y avait pas justement d'autres équipes qui étaient intéressées qui auraient pu lui offrir pas la O-line des Eagles, mais une meilleure O-line que celle des Giants. Parce que bon, les Bears, à peu près 99%, 99% des équipes NFL qui avaient une meilleure O-line que les Giants. Donc non, je sais pas, je me souviens plus qui étaient les équipes intéressées, mais oui, bon voilà, c'est comme ça. De toute façon, cette saison, les planètes se sont alignées dans le mauvais sens, à part sur ce match où là on a eu contre les Colts, on a eu l'impression que pour une fois
tout s'alignait bien, on a eu des turnovers, on a eu un retour de kick-off marqué. Enfin, voilà, on ne pouvait pas perdre ce match, tout se passait bien, ils ratent leur two-point conversion. Donc voilà, il y avait des choses qui faisaient qu'on devait gagner. Mais globalement, depuis l'été dernier, tout ce qui doit mal se passer se passe mal pour les Giants. Et on a pris pour notre grade, je pense, pour les 50 ans à venir. Alors bon, il y a encore les Jets qui ont l'air encore plus catastrophiques. Tu as vu cette image des Jets là qui font une saison pourrie et qui rentrent sur le terrain avec comment ça s'appelle, une boombox, là, tu sais, les trucs de son, là, genre en mode, on va tout défoncer, et ils se font éclater par les Bills. Ils ont pris combien? 40-0? Enfin, j'en sais rien, bref, c'est catastrophique. Et ils ont même sorti Rodgers dans le 4e quart-temps. Ah non, ils ont marqué des points, ils ont dû mettre 14 points, justement, parce qu'ils ont sorti Rodgers, et donc ils ont fait quelques petits trucs. Mais bref, voilà, donc on n'est pas les pires, mais globalement, quand même, on a pris suffisamment pour notre grade, je pense, pour un paquet de temps. On pourra difficilement tomber plus bas que ce qu'on a fait cette année. Et Dis pas ça. Dis pas ça, on peut encore faire une saison sans victoire. Ouais, c'est qui les derniers ont fait ça? C'est pas les Browns? Il n'y a pas les Browns qui ont fait une saison à 0 victoire? C'est arrivé, non? Moi, j'avais les Lions en 2008, mais ouais, il y a peut-être eu les Browns. Les Browns, ils sont quand même catastrophiques depuis longtemps. Et aussi, c'est dur. Hein. Supporter des Browns, c'est dur aussi. Hein. Supporter des Jets, c'est vraiment difficile aussi parce que... Bon. Bref, voilà. Nous, on a au moins une histoire qui est plus intéressante. Et je continue d'avoir espoir, moi, pour les années qui viennent parce que je trouve qu'on a des joueurs jeunes intéressants et il y a quand même quelque chose qui peut se construire. On verra l'an prochain et ça se trouve, ce sera Kata et encore un reset l'année prochaine. Mais bon, voilà, je garde espoir. Bref. On verra ce qui se passe la semaine prochaine contre les Eagles. Tu seras encore en France pour enregistrer le prochain podcast ou tu seras retourné au... Non, je serai encore en France ouais, il va falloir qu'on se trouve un créneau parce que ça va être peut-être un peu compliqué, mais on va y arriver. On va trouver un truc. Ok, ça marche. Bon, eh bien écoute, merci Thiergo pour ce podcast. Avec plaisir. À très bientôt, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier podcast de la saison. On continuera, mais en tout cas pour débriefer d'un match de la saison régulière. Merci tout le monde, salut. Ciao.